Un malfrat pensait pouvoir abattre un garde du palais d'un seul coup de couteau, mais un mouvement rapide l'a laissé sans défense et humilié, prouvant que ces gardes sont bien plus que de simples figures de parade. Voilà ce qui s'est passé. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car demain à la même heure, nous vous raconterons une nouvelle histoire incroyable sur le courage et la discipline des gardes royaux. Vous ne voudrez pas manquer ça. L'après-midi, le soleil projetait de longues ombres sur le palais de Buckingham alors que le garde Jacques Dupont se tenait à son poste, son uniforme rouge vif se détachant nettement du mur de pierre gris qui se dressait derrière lui. À 28 ans, Jacques n'était pas un simple garde de cérémonie, 2 missions en Afghanistan et une formation de combat spécialisée l'avaient façonné en un soldat d'élite. Tandis que les touristes prenaient des photos de ce qui semblait être une fonction d'apparat, les années de discipline militaire avaient appris à Jacques à rester parfaitement immobile tout en observant chaque détail autour de lui. Ses yeux étaient fixés droit devant, comme l'exigeait le protocole, mais il captait néanmoins chaque mouvement sur les côtés. Même avant que l'énergie de la foule ne change subtilement, il avait repéré Antoine Mercier qui se frayait un chemin parmi la foule. Antoine se déplaçait parmi les touristes tel un prédateur dans une eau peu profonde, sa démarche agile contrastant avec l'ambiance décontractée de l'après-midi. Bien qu'il fût chaud dehors, sa veste en cuir retombait lourdement sur lui, et son regard froid et calculateur trahissait quelqu'un qui avait passé de longues années derrière les barreaux. Les tatouages brutaux, visibles au-dessus de son col, racontaient une histoire de violence, de haine et d'un mépris flagrant pour toute autorité. Les passants créaient instinctivement un espace autour de lui en se déplaçant dans les groupes de touristes sans vraiment comprendre pourquoi une mère avait soudainement resserré l'étreinte sur ses enfants lorsqu'il passait. Même les pigeons s'étaient envolés, comme si la nature elle-même pressentait le danger qui émanait de lui. Jacques ne laissait rien lui échapper. Il remarqua chaque détail, la légère bosse sous la veste d'Antoine, qui laissait deviner la présence d'une arme dissimulée, la façon dont ses yeux scrutaient en permanence les caméras et les gardes du palais, et sa manière méthodique de s'approcher de son poste. Chaque geste était mesuré et délibéré. Le visage d'Antoine affichait les marques d'années difficiles ou une cicatrice le long de la mâchoire, souvenir d'une bagarre en prison, des jointures abîmées par d'innombrables rixes, et des yeux qui avaient trop souvent vu les ténèbres. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son expression, non pas celle d'un vantard ivre ou d'un garnement ordinaire, mais celle d'une haine glaciale envers tout ce que représentait l'uniforme. À mesure qu'Antoine se rapprochait, son intention devenait limpide. Sa main droite revenait sans cesse vers sa poche, un geste que Jacques connaissait bien de ses entraînements au combat, le réflexe inconscient de vérifier la présence d'une arme dissimulée. Le soleil de l'après-midi fit scintiller un éclat métallique lorsqu'Antoine ajusta sa veste, confirmant les soupçons de Jacques. Les touristes continuaient de prendre des photos et de bavarder joyeusement, inconscients du danger rôdant parmi eux. Un jeune couple posait pour un selfie près du poste de Jacques, leur bonheur contrastant violemment avec l'aura sombre d'Antoine. Puis, un vétéran plus âgé, arborant une veste ornée de médailles de campagne, remarqua l'approche d'Antoine et se redressa instinctivement, ses années de service militaire lui disaient que quelque chose n'allait pas. Jacques resta immobile, son fusil de cérémonie tenu à l'angle parfait, sa posture irréprochable. Derrière cette apparence polie, tous ses instincts de combattant étaient en éveil. 8 ans de service militaire lui avaient appris à détecter le danger et à reconnaître les signes d'une attaque imminente, et tout chez Antoine criait « danger ». Un silence lourd s'installa alors qu'Antoine tournait autour de Jacques, tel un vautour guettant sa proie. Même les bavardages habituels des touristes s'éteignirent, les conversations se suspendant comme si tous pressentaient qu'un drame allait éclater. À chaque pas mesuré et délibéré, Antoine se rapprochait toujours un peu plus. « Regarde-toi », dit Antoine d'une voix rauque, celle d'un homme qui avait passé des années à crier dans les cours de prison. « Tu restes là, comme si tu pensais être inattaquable. » Il glissa de nouveau sa main dans sa veste, ses doigts effleurant le métal froid d'une lame, geste à la fois subtil et maîtrisé, celui d'un habitué des armes cachées. Non loin de là, le vétéran et son épouse s'étaient arrêtés près d'un pilier de pierre, leur gaieté de vacances s'était muée en une vigilance inquiète. L'homme serra doucement la main de sa compagne, ses yeux fixés sur Antoine, car ses années de formation militaire lui avaient appris à reconnaître le vrai danger. Tout en étant paré de ton bel uniforme, poursuivit Antoine en s'engageant résolument sur la ligne de mire de Jacques, tu te crois intouchable, n'est-ce pas? Son visage marqué se tordait en une expression de dégoût alors qu'il inspectait chaque détail impeccable de l'uniforme de Jacques. Chaque bouton étincelant et chaque pli parfait ne faisait qu'alimenter sa haine. Une jeune mère se hâta de passer, serrant ses enfants contre elle, tandis qu'un sentiment primitif s'emparait des personnes présentes. D'autres touristes commencèrent à reculer, réagissant instinctivement à l'atmosphère lourde et menaçante qui s'était installée.
Jacques restait figé, mais ses sens de combattant ne manquaient rien, le léger déplacement du poids d'Antoine prêt à bondir, sa respiration contrôlée qui trahissait sa préparation au combat, et les ajustements subtils de sa veste qui facilitaient l'accès à la lame dissimulée. 8 ans de formation militaire lui avaient appris à lire ces signes comme dans un livre ouvert. « Tu sais ce que je vois en te regardant » murmura Antoine, sa voix se faisant basse pour que seul Jacques l'entende. « Je vois tout ce que je méprise, l'autorité, le contrôle, le pouvoir. » Il se rapprocha encore, si près que Jacques pouvait sentir l'odeur de cigarette rassis mêlée à quelque chose de plus sombre, l'odeur indéniable d'un séjour en prison. « J'ai passé 15 ans à observer des uniformes comme le tien à travers des barreaux. 15 ans à qu'on me dise quand manger, quand dormir, quand respirer. » La lumière crue de l'après-midi accentuait les ombres sur le visage d'Antoine, soulignant la cicatrice sur sa mâchoire. Un groupe de touristes japonais baissa leurs appareils, la bonne humeur de leurs vacances se dissipant face à la posture menaçante d'Antoine. Même les pigeons semblèrent disparaître de ce coin de la cour, laissant un vide inquiétant autour de cette scène. « Mais ils ne m'ont jamais brisé », continua Antoine, sa main retournant une fois de plus vers sa poche. 15 ans, et ils n'ont jamais réussi à me faire respecter leur uniforme, leur autorité. Ses doigts effleuraient la forme de la lame à travers le cuir, comme une caresse possessive sur l'arme qui allait bientôt faire couler le sang. « Tu veux savoir ce que j'ai appris ?» Les yeux de Jacques restaient fixés droit devant lui, sa posture parfaite, chaque muscle tendu et prêt, son fusil de cérémonie, bien que tenu conformément au règlement, pouvait devenir une arme défensive en un clin d'œil. Ces années d'entraînement au combat l'avaient préparé à ces instants où la tradition doit céder le pas à la survie. Le vétéran s'approcha d'un téléphone de sécurité du palais, ses gestes lents et réfléchis, tandis que son épouse se tenait légèrement derrière lui. L'enthousiasme de leurs vacances avait cédé la place à la gravité d'une violence imminente. La foule habituelle de touristes prenant des photos s'était dispersée, laissant un espace vide autour du poste de Jacques. Antoine fit un nouveau tour, ses mouvements devenant de plus en plus prédateurs à chaque passage. « J'ai appris que les uniformes peuvent saigner, dit-il doucement, chaque mot chargé de menaces. J'ai compris que l'autorité ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un décide de la défier. » Sa main disparut dans sa veste alors qu'il agrippait la poignée de son couteau. « Tu veux tester ma théorie, soldat ?» L'atmosphère était si lourde, comme avant l'orage, que tout le monde pouvait sentir que quelque chose d'important allait se passer. « Tu es différent des autres, n'est-ce pas ?» demanda Antoine, sa voix prenant une teinte menaçante alors qu'il étudiait la posture inébranlable de Jacques. « La plupart de tes copains soldats restent là, immobiles comme des statues, mais toi tu as ce regard, celui qu'ont ceux qui ont vraiment combattu, qui ont vraiment tué. » Jacques maintenait son regard droit devant lui, son esprit évaluant rapidement les options, calculant les angles, se préparant à l'inévitable. Son fusil de cérémonie, destiné avant tout à l'apparat, pouvait en un instant se transformer en arme défensive. Jacques suivait chaque mouvement d'Antoine avec attention, notant la tension qui se construisait dans ses épaules et les légers changements de position qui précédaient toujours la violence. « Laisse-moi te raconter une histoire », commença Antoine en effectuant un nouveau tour autour de Jacques. « La dernière fois que j'ai affronté un garde en uniforme, c'était à Belmarsh. Le type se croyait intouchable, mais il m'a fallu 3 longues heures pour arrêter le saignement et j'avais déjà fait passer mon message. » Le vétéran avait discrètement alerté la sécurité du palais, mais il fallait quelques précieuses minutes pour que l'aide arrive. Sa femme serrait son bras avec force, tous deux reconnaissant les signes familiers d'un prédateur sur le point de frapper. Les autres touristes s'étaient complètement retirés, laissant un espace étrange et vide autour du poste de Jacques. « J'ai eu 7 ans de plus à purger pour ça », continua Antoine, sa voix se faisant plus basse, plus intime, plus menaçante. « Chaque jour en valait la peine. Alors, pourquoi es-tu venu t'immiscer dans mon espace ? Parce que j'ai toujours su que, derrière toute cette autorité et ce pouvoir, vous n'êtes que de la chair ou de la viande attendant le coup de couteau. » La lumière de l'après-midi faisait scintiller les boutons en laiton de l'uniforme de Jacques, chacun reflétant le visage déformé d'Antoine à mesure qu'il s'approchait. La casquette en peau d'ours de Jacques jetait une ombre sur son visage, mais ses yeux restaient fixés sur Antoine, suivant chaque mouvement. « J'ai commencé jeune, tu sais, » dit Antoine d'un ton presque conversationnel, mais glacial. « La première fois que j'ai poignardé quelqu'un, j'avais 14 ans. À 16 ans, j'avais déjà une réputation. Et à 20 ans, je dirigeais mon propre gang en prison. » Sa main se glissa de nouveau dans sa veste, caressant doucement la lame cachée. On m'appelait le boucher de Belmarsh. Un jeune couple, qui filmait le palais,
rangea précipitamment sa caméra, sentant l'énergie prédatrice qu'Antoine dégageait. Même le bruit habituel de la circulation londonienne sembla s'atténuer, comme si la ville retenait son souffle. « Mais toi, tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas ?» dit Antoine, plissant les yeux alors qu'il observait Jacques de plus près. « Je sens que tu as vu l'enfer d'Afghanistan, d'Irak ou tu as vu du vrai, non ?» Il se rapprocha encore, son souffle chaud effleurant la joue de Jacques. « Dis-moi, soldat, avec toute ton expérience de combat, t'ont-ils jamais appris à arrêter une lame entre les côtes ?» L'entraînement de Jacques lui criait d'agir pour neutraliser la menace avant qu'elle ne se concrétise. Mais le devoir l'obligeait à rester en place jusqu'à ce qu'Antoine passe à l'action, le protocole exigeait qu'il ne bouge pas. Des années de discipline se heurtaient à ses instincts de combattant tandis qu'Antoine poursuivait son jeu psychologique. « J'ai plus rien à perdre, tu sais, » déclara Antoine d'un ton presque rêveur. « Est-ce que mon temps a vraiment tout changé ? Le monde est toujours le même, rempli d'uniformes qui ordonnent aux autres, rempli d'autorité qu'il faut défier. » Ses doigts se resserrèrent sur la poignée du couteau caché dans sa veste. « Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais faire passer un message. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que tout ce faste et cette cérémonie ne sont qu'un leurre. Et les leurres, on peut les briser. » Le vétéran s'était approché d'un groupe d'enfants en excursion, demandant doucement à leur professeur de les éloigner du danger, tandis que son épouse se tenait prête à les guider vers la sécurité. Ils savaient tous que la situation était sur le point d'exploser. « Dernière chance, soldat », murmura Antoine, son visage à quelques centimètres de celui de Jacques. « Tu veux abandonner le masque ? Tu veux montrer à tout le monde ce qu'il y a vraiment derrière cette cérémonie ?» Sa main se serra sur le couteau. « Non. » Alors, offrons à ces touristes un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. La tension était si palpable que l'on aurait dit que l'air était chargé, prêt à éclater à tout instant. Le langage corporel d'Antoine passa de menaçant à létal, ses muscles se tendant comme un ressort prêt à se déclencher. La lumière de l'après-midi fit briller un éclat métallique lorsque sa veste bougea à un bref scintillement d'acier promettant le chaos. Jacques resta immobile, mais chacun de ses instincts de combattant, forgés par des années d'entraînement, lui criait que l'attaque était imminente. La seule question était de savoir quand, et non si, Antoine frapperait. Et frapper il le fit, avec la grâce assurée d'un expert en combat, d'un mouvement fluide, Antoine dégaina son couteau de combat, une lame dentelée qui avait déjà connu le sang dans les cours de prison. Le couteau fendit l'air, visant de manière meurtrière la gorge de Jacques, dans le but d'ouvrir une artère dans un jet de sang. Mais Antoine s'était trompé. Jacques, que le prédateur avait pris pour un simple figurant, réagit avec la rapidité et la précision d'un véritable vétéran du combat. Le fusil de cérémonie de Jacques, tenu immobile jusqu'à cet instant, se transforma soudainement en une arme défensive. Il pivota rapidement, utilisant la longueur de l'arme pour dévier la trajectoire de la lame. Le choc du métal résonna dans toute la cour, et des cris retentirent alors que la façade de la cérémonie cédait la place à une réalité brutale. Le vétéran avait déjà commencé à rassembler les enfants proches pour les mettre en sécurité, ses réflexes militaires prenant le dessus. La surprise d'Antoine face à la rapidité de Jacques ne dura qu'un instant, avant que ses instincts de bagarreur de prison ne reprennent le dessus, et il lança une nouvelle attaque, cette fois visant les côtes de Jacques. Mais celui-ci était déjà en mouvement, son uniforme de cérémonie n'était plus un frein, mais la preuve de la fluidité de ses mouvements, acquis au fil des années d'entraînement. « Plus de cérémonie maintenant, hein » déclara Jacques d'une voix autoritaire alors qu'il parait un coup. Sa casquette en peau d'ours était tombée, révélant des yeux non pas empreints de peur, mais concentrés et déterminés. Chaque geste était précis et efficace, résultat de centaines de drills et d'expériences de terrain. La prestance habituelle d'Antoine, façonnée dans les cours de prison, se mua en une rage pure alors que ses attaques devenaient de plus en plus désordonnées. Son couteau sifflait comme un serpent d'argent, cherchant une faille, mais ne rencontrant que l'air ou la défense solide du fusil de Jacques. « Reste là et meurs comme un bon soldat », cracha-t-il, la frustration perçue dans ses mouvements de plus en plus frénétiques. Mais Jacques ne comptait pas rester passif. D'un mouvement montrant l'étendue de sa formation en combat rapproché, il pénétra dans la garde d'Antoine. Le fusil de cérémonie initialement destiné à l'apparat se transforma en une arme impitoyable dans ses mains expertes. Le bois de la crosse vint frapper le bras d'Antoine, ciblant des points nerveux appris par Jacques au cours de ses entraînements. Un cri de douleur retentit contre les murs du palais tandis que le bras d'Antoine se tordait involontairement, et le couteau tomba sur les pavés. Mais le combat était loin d'être terminé. Les instincts brutaux d'Antoine, forgés dans la violence des cours de prison, le poussèrent à lancer une série de coups de poing vicieux, chacun visant des points sensibles. Ces points,
marqué par d'innombrables bagarres, cherchait des failles avec la précision de quelqu'un qui avait appris à infliger des dégâts maximaux. Jacques se mouvait avec la fluidité de l'eau, son uniforme ondulant à chaque mouvement défensif. Les compétences en combat rapproché acquises en Afghanistan se retournaient maintenant contre l'attaquant, chaque coup sauvage étant neutralisé par une défense maîtrisée, chaque tentative de saisie contrée avec une précision militaire. Vous pensiez tous qu'on était là que pour faire joli, grogna Antoine entre deux coups, sa façade de dur à cuire se fissurant, ses attaques ne trouvant plus leur cible. Je disais que vous n'étiez que de jolies décorations. Nous gardons la couronne, répliqua calmement Jacques, exécutant une contre-attaque parfaite. Tu pensais vraiment qu'on confierait ce devoir à n'importe qui? Son mouvement suivant fut un pur chef-d'œuvre d'efficacité militaire, un subtil déplacement de poids, un parfait usage de l'effet de levier qui transforma l'élan d'Antoine en sa propre faiblesse. La foule retint son souffle lorsque les pieds d'Antoine quittèrent le sol, et les années d'entraînement de Jacques culminèrent dans un jet qui aurait fait la fierté de n'importe quel instructeur. Le corps d'Antoine fut projeté dans les airs, son expression de surprise presque comique, avant que la gravité ne reprenne ses droits et ne le ramène brutalement sur les dalles de la cour, lui coupant le souffle. Même alors qu'Antoine peinait à reprendre son souffle, ses instincts de bagarreur de prison le poussèrent à se précipiter vers le couteau tombé, ses doigts tâtonnant sur les pavés pour l'attraper. « Je vais t'arracher le cœur » halta-t-il, sa haine lui donnant une force désespérée malgré son essoufflement. La réponse de Jacques fut froide et professionnelle, d'un geste chirurgical, la crosse de son fusil frappa la main d'Antoine qui tendait vers la lame, le forçant à reculer. Dans le même mouvement fluide, la botte de Jacques écrasa le poignet d'Antoine, le maintenant fermement au sol avec une telle précision qu'un hurlement de douleur s'échappa de lui. 8 ans dans les forces armées de Sa Majesté, déclara Jacques calmement, ses yeux toujours aussi perçants. 2 missions en Afghanistan, une formation avancée en combat rapproché. Il ne se vantait pas, il énonçait simplement des faits, tout en gardant un contrôle absolu sur son adversaire qui se débattait. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, Antoine. Nous sommes des soldats, et tu viens de découvrir pourquoi nous sommes choisis pour protéger la couronne. Le sang de la lèvre écorchée d'Antoine tachait les dalles de la cour alors qu'il continuait à se débattre, ses tactiques de bagarre de prison étant impuissantes face à la maîtrise de Jacques. La sécurité du palais converguait de toutes parts, mais Jacques restait imperturbable. Sa botte demeurait fermement sur le poignet d'Antoine, appliquant juste assez de pression pour le retenir sans briser ses os ou une démonstration de la même discipline qui l'avait maintenu immobile que quelques minutes auparavant. Tu as enfreint le protocole, cracha Antoine, du sang se mêlant à ses mots, sa façade de durci s'effritant sous l'humiliation d'avoir été totalement dominée. On nous disait de rester immobile, coûte que coûte. C'était notre devoir. Notre premier devoir, répliqua Jacques d'une voix posée et autoritaire. Protéger la tradition, certes, mais n'oublie pas, nous sommes avant tout des soldats prêts au combat. Chaque geste qu'il faisait témoignait de ses années d'entraînement, et même avec l'adrénaline qui coulait dans ses veines, il gardait un contrôle absolu. Antoine tenta de se dégager, un geste qui aurait peut-être fonctionné dans les cours de prison, mais qui se révéla inutile face à la maîtrise de Jacques. Le garde ajusta légèrement sa posture, utilisant des points d'appui appris dans des cours de combat militaire pour maintenir sa domination totale. Chaque mouvement désespéré d'Antoine fut contré par une pression calculée, transformant son énergie contre lui. « J'ai tué des hommes plus costauds que toi », grogna Antoine, sa voix désormais teintée de désespoir. Sa main libre s'agrippa violemment à l'uniforme de Jacques, tentant d'employer des techniques de combat déloyales apprises à Belmarsh. « J'étais le roi de la cour de prison. »« Ceci n'est pas une cour de prison, » répondit fermement Jacques, neutralisant chaque tentative de résistance. « Et je ne suis pas un simple garde de prison. » D'un mouvement fluide, il déplaça son poids et enfonça l'épaule d'Antoine contre les dalles avec la précision d'une manœuvre militaire conçue pour neutraliser tout en causant un minimum de dégâts. Les équipes d'intervention armée étaient arrivées, leurs armes braquées sur Antoine alors qu'il sécurisait le périmètre. Il se tenait à distance, conscient que Jacques avait la situation parfaitement sous contrôle. Sa prise sur Antoine était un exemple parfait de la formation militaire d'élite en action. Antoine tenta une dernière menace, ses mots n'ayant plus la même intensité menaçante. « J'ai des amis qui viendront te chercher », cria-t-il. « Chaque garde ici continuera de faire son devoir. » Jacques l'interrompit en augmentant légèrement la pression, soulignant son point d'un ton implacable. « Cela fait des siècles que nous agissons ainsi, et tes menaces ne changent rien. » Sa voix était dénuée de colère, exprimant simplement la certitude inébranlable d'un homme conscient de son rôle. Le vétéran, qui était revenu après avoir assuré la sécurité des enfants,
observait la scène d'un air entendu, tandis que son épouse se tenait à ses côtés, son admiration remplaçant la peur qu'elle avait éprouvée plus tôt. Antoine fit une ultime tentative désespérée pour se libérer, tordant son corps avec violence et employant tous les tours sournois appris au cours de 15 ans de bagarre en prison. Mais la réaction de Jacques fut immédiate et décisive, un léger ajustement de sa posture, une augmentation calculée de la pression, et la résistance d'Antoine s'éteignit dans un grognement de douleur. On nous a formés pour rester immobiles et paraître impeccables, haleta Antoine, le visage pressé contre les pierres froides, c'est supposé être notre force. Tous les gardes que tu vois à ces portes, répliqua Jacques, gardant sa posture alors que les agents de sécurité se rapprochaient, ont servi dans de vraies unités de combat et ont été formés aux techniques militaires les plus avancées. La cérémonie honore la tradition, mais en dessous, nous sommes des soldats d'élite. Sa prise ne fléchissait pas alors qu'il se préparait à remettre Antoine aux autorités. Les rares touristes restés sur place étaient désormais silencieux, leurs téléphones oubliés, témoins de la véritable nature d'un garde du palais. Fini l'image d'un simple figurant en uniforme de cérémonie, à sa place se tenait un professionnel militaire hautement entraîné, aussi prêt pour le combat que pour le cérémonial. Cet uniforme n'est pas qu'un costume, déclara Jacques d'une voix qui résonnait dans la cour, chaque bouton, chaque médaille, chaque instant de cette cérémonie est le fruit d'années de service militaire, de missions en zone de combat et d'un entraînement intensif. Il laissa les agents de sécurité prendre Antoine, reculant avec une grâce mesurée alors qu'il sécurisait le perturbateur. Même si Antoine continuait de lancer des menaces sur le fait d'avoir des « amis », Jacques resta imperturbable. « Tu penses que tes menaces changent quelque chose ? Chaque garde ici a un devoir, et rien ne changera cela, affirma-t-il d'un ton calme mais ferme. Jacques récupéra sa casquette en peau d'ours, tombée lors de la confrontation, et la remise en place avec la même précision que lors du combat. Son uniforme, malgré le tumulte, était resté presque intact, une preuve de la qualité du matériel et de sa discipline inébranlable sous pression. « Tu crois que ça change quoi ?» lança Antoine alors qu'il était menotté et conduit vers une camionnette de police. « Tu fais semblant d'être un soldat, comme une statue. » Ses paroles furent interrompues par un grognement, alors que les agents le maîtrisaient fermement. Jacques retourna à son poste, ses pas mesurés et précis comme toujours, mais désormais il dégageait une aura supplémentaire que les quelques touristes présents commencèrent enfin à remarquer. Chaque geste, chaque mouvement révélait non seulement l'aspect cérémonial, mais aussi la réelle capacité de combat cachée derrière cet habit traditionnel. Le vétéran s'approcha de l'un des officiers supérieurs, échangeant quelques mots discrets, tandis que l'officier hochait la tête et prenait quelques notes supplémentaires. Non loin de là, son épouse l'aidait à redresser sa veste ornée de médailles, ses mains demeurant calmes après toute cette agitation. Le sang maculait encore les vieilles dalles où Antoine était tombé, de petites taches sombres que le personnel du palais commençait déjà à nettoyer. Le couteau de combat gisait sur le sol, désormais scellé dans un sac de preuves, sa finalité mortelle contrecarrée par la formation et la compétence que son possesseur n'avait pas prévues. « Détachez-moi ces menottes », résonna la voix d'Antoine alors qu'il était emmené vers un fourgon de police. « Je vais vous montrer ce qu'est un vrai combat. » La porte du véhicule claqua, étouffant ces menaces persistantes. Jacques se tint de nouveau au garde-à-vous, son fusil de cérémonie tenu avec soin, les yeux fixés droit devant lui. Les touristes qui prenaient des photos comprirent alors que son immobilité n'était pas qu'une question de tradition, c'était la concentration d'un soldat prêt à passer du cérémonial au combat en un clin d'œil, si son devoir l'exigeait. Tandis que le soleil de l'après-midi continuait sa course au-dessus du palais de Buckingham, projetant de longues ombres sur la cour où, quelques instants plus tôt, régnait chaos et violence, seule demeurait la dignité calme d'une tradition séculaire, défendue par des hommes bien plus que de simples figures de parade. Alors que le fourgon de police emmenait l'inflexible Antoine pour qu'il réponde de ses actes, Jacques reprit son poste. Il n'y avait ni triomphe dans son attitude, ni célébration de sa victoire, seulement le devoir, la dignité et cette tranquille vigilance qui se cachait derrière le faste de la cérémonie. Le message était clair pour tous ceux qui avaient assisté à la scène, les gardes qui veillent sur les palais royaux britanniques ne sont pas de simples figurants, ce sont des soldats d'élite. Leur discipline et leur entraînement peuvent être dissimulés sous un uniforme cérémonial, mais ils restent toujours aussi redoutables. Depuis des siècles, ils défendent le palais, prêts à affronter toute menace avec un savant mélange de tradition et de savoir-faire mortel, et ce, pour les siècles à venir. Que feriez-vous si vous étiez à la place du garde Jacques ? Combien de temps pourriez-vous maintenir une telle discipline de faire face à une menace directe avant de devoir agir ? Si cette démonstration de devoir et de compétence vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et soutenez notre chaîne. Votre engagement nous aide à partager encore plus d'histoires saisissantes sur la véritable nature de ceux qui protègent nos traditions les plus chères.
Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines histoires sur les gardes royaux qui veillent sur ces sites historiques. Chaque récit dévoile une facette supplémentaire de leur formation, de leur dévouement et de leur engagement inébranlable. Activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté et être le premier à voir nos nouvelles vidéos. Nous avons encore bien d'autres histoires incroyables qui changeront votre vision de ces soldats d'élite. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à nos vidéos précédentes qui s'affichent à l'écran. Chacune offre un aperçu unique dans l'univers de ces gardiens remarquables. N'oubliez jamais, derrière chaque uniforme de cérémonie se cache un soldat hautement entraîné, prêt à défendre non seulement la couronne, mais aussi les valeurs et les traditions qu'elle incarne. Jusqu'à la prochaine histoire, continuez de regarder et de respecter ceux qui veillent sur notre patrimoine.